Bonjour, bom dia, bonjour. On attend que Estelle de Fer se joigne à nous. On est désolé pour le retard. Je vais réessayer parce que Estelle est connectée. Hello, Oui, désolée pour le retard. ça marche. Bonjour, bonsoir Bonsoir, Alexia. ça va? Ça va bien? C'est Top. bon? On est tous là? Oui, on est Et connectés, tout toutes? va bien. Bonsoir du coup à toutes et à tous. Bon, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de monde, mais j'espère que les gens vont se joindre au fur et à mesure. Donc ce soir, on va vous parler de labels, du coup. Et pourquoi on a choisi de vous en parler? Eh bien, parce que nous avons sorti le 18 mai une boussole des labels qui évalue 18 labels bio et équitables. Et donc, ce sont les labels les plus communs et ils sont évalués selon différents critères. Et on essaye aussi dans ce guide d'expliquer un peu ce qui différencie ces labels de simples logos et de simples initiatives de marketing. Et donc pour en discuter, on reçoit ce soir Estelle Dubreuil qui fait partie de l'association FAIR. Pourquoi est-ce qu'on a rédigé cette boussole? Et bien parce que de plus en plus de marques affirment leur engagement et ils le font sur leurs produits, parfois avec des labels, parfois avec d'autres mécanismes. Et ces marques, elles se sont appropriées les labels pour se montrer plus justes, plus écologiques ou plus durables. Et notre objectif, c'est de vous aider à comprendre ce qui relève de démarches qui s'appuient sur des critères vérifiés et ce qui relève du coup de simples éléments de marketing. Il y a des mots, des images, des couleurs qui sont utilisés dans le seul but de vendre des produits, mais qui ne garantissent pas forcément des meilleures conditions de travail pour les ouvriers et les ouvrières agricoles, par exemple. Et on retrouve par exemple des mots comme équitable, bio, issu de production durable, etc. Et l'objectif, c'est de savoir quand est-ce qu'il est possible de faire confiance à ces mots et si les labels sont utiles pour ça. Et si oui, quels labels euh, et lesquels nous permettent d'éviter le green et le fairwashing. Euh, donc voilà, on va essayer un peu de décortiquer tout ça ce soir. Et donc pour commencer, Estelle, est-ce que tu pourrais faire le point entre ce qui est un label, euh, ce qui est un label Mm. public, un label privé, qu'est-ce qui différencie ça d'une simple initiative de marque, d'un logo, voilà, et définir un peu chaque terme. Ouais, merci Alexia. Alors peut-être rajouter quelque chose sur la boussole. Euh, il y a une multitude aujourd'hui de labels qui existent et il vous suffit de prendre un paquet n'importe lequel de votre placard pour trouver un, deux, plusieurs logos dessus. Et nous, dans la boussole, effectivement, on a choisi de faire un focus sur les labels alimentaires déjà et de pouvoir essayer d'avoir le plus de logos possible et de vous essayer de vous éclairer. Donc, on en a choisi 18. Et donc parmi ces 18, vous en trouvez un donc, qui sont des vrais labels, et puis vous en trouvez qui sont des faux labels, ou pas du tout des labels. Donc c'est quoi déjà un label? Reprenons par là. Donc un label, c'est déjà un logo. Donc c'est un petit élément que vous retrouvez, une image en fait, un logo hein, que vous retrouvez sur votre packaging. Un cahier des charges. Donc il faut forcément qu'il y ait un cahier des charges. Et ce cahier des charges, en fait, il doit être accessible à tous. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une transparence, en fait, sur ce cahier des charges.
Et donc, il faut que vous puissiez le retrouver idéalement sur les sites, ou en tout cas avoir accès à ce cahier des charges. Et ce cahier des charges, dans ces cahiers des charges, il y a plusieurs types de critères des critères sociaux, environnementaux, économiques, et qui sont ceux en fait que l'entreprise, la structure en fait qui choisit de travailler avec un label va devoir auquel elle va devoir correspondre. Donc ce cahier des charges, il doit être donc accessible avec de la transparence, mais aussi il doit être utilisable par plusieurs types d'entreprises. Et ça, c'est hyper important pour après, quand on va parler des initiatives que font les multinationales aujourd'hui. Donc voilà, accessible à une diversité d'entreprises qui vont pouvoir l'utiliser et surtout, il faut que ce label soit indépendant de l'entreprise. Donc pour justement avoir une garantie fiable. Et puis en plus, donc le logo, le cahier des charges, mais aussi un mode de contrôle. C'est-à-dire que forcément, si vous dites cahier des charges avec des critères particuliers, il faut que ce label soit, tout ce qui est que les critères, ou que l'application des critères soit vérifiable et vérifiée par quelqu'un. Et ce quelqu'un, alors il y a plusieurs natures. Ça peut être un certificateur indépendant et externe. En France, on va citer EcoCert, on va citer Certipack, voilà, il y en a d'autres en tout cas qui sont les certificateurs des labels. Et puis aussi, il y a une certification aussi qui peut s'exercer dans certains systèmes de garantie ou dans certains labels par les pairs. Je pense notamment à WFTO dans la partie label équitable. Donc voilà, et c'est cet ensemble en fait qui crée le label. Après, dans les labels, il y a peut-être que, je ne sais pas si on l'a dit, mais ça sert à quoi un label aussi? Ça sert déjà à être un signal consommateur. C'est-à-dire que en fait, le logo vous permet de vous arrêter en vous disant ah bah tiens, en fait, je reconnais ce logo et il est en train de me dire que tel ou tel critère sont garantis. Donc c'est un signal, c'est effectivement une garantie par le cahier des charges et par le contrôle, et puis c'est aussi un encouragement, ou en tout cas, oui, un encouragement pour pouvoir appliquer les règles d'un monde en général plus juste, plus durable. Et donc, au milieu de ces labels, en fait, donc il y a des labels publics et des labels privés. Alors, dans les labels, par exemple, alors je ne sais pas si vous avez tous pris la boussole sous les yeux et si vous l'avez, mais si on prend les critères, les labels équitables, il n'y a pas de label public. Ça n'existe pas, il n'y en a pas à ce jour. La construction en fait des labels équitables, c'est pas du tout fait de cette manière. Par contre, donc, les labels durables non plus, ils sont privés aussi. Et par contre, dans la page label bio, là, on est il y a un label public. Le label public, vous le connaissez, c'est l'Eurofeuille donc, qui a remplacé notre AB national. Et ce qui est intéressant, c'est de prendre cet exemple du bio par rapport notamment à la question est-ce qu'un label public est mieux disant qu'un label privé? Est-ce qu'on peut faire plus confiance à un label public qu'à des labels privés? Eh ben, pas du tout forcément, parce que si on prend donc le label bio, l'Eurofeuille, a été est né, et à ce moment-là, des labels privés se sont constitués pour finalement contester l'Eurofeuille qu'ils ont jugé moins exigeant que les labels privés. Donc on a aujourd'hui Déméter, on a Bioéquitable en France, on a Biocohérence, qui sont des labels privés et qui pourtant sont plus exigeants sur le bio et sur les dimensions sociales que le label bio. Donc aujourd'hui, la question de l'État qui intervient pour créer un label n'est pas quelque chose qui nous paraît source d'une garantie suffisamment fiable. Et puis on le voit d'ailleurs avec ce qui se passe sur vis-à-vis de la PAC, etc. C'est pas parce que c'est un label public que l'État soutient davantage. Donc il y a les labels privés aujourd'hui ont des garanties qui sont tout aussi exigeantes qu'un label public. Là où c'est embêtant, tu me coupes Alexia hein, si c'est pas clair ou autre, mais là où c'est embêtant, c'est que c'est pas tant public ou privé,
c'est justement les logos qui fleurissent sur nos paquets et qui ne sont pas des labels. Donc, qui ne correspondent pas à tout ce que je viens de citer avant. Et le problème, c'est que c'est difficile de s'y retrouver, en fait, hein. Donc, vous avez tout ce qu'on appelle les initiatives de marque. Les initiatives de marque qui sont les logos que vous retrouvez. Alors, je ne peux pas les montrer là, mais vous prenez un paquet de Côte d'Or. Je ne veux pas faire de la pub pour eux, mais en fait, quand même, sur un paquet Côte d'Or, vous allez trouver un petit logo qui s'appelle Cocoa Life. Cocoa Life n'est absolument pas un label, c'est une démarche interne RSE de Mondelez qui a décidé en fait dans cet objectif de paraître le plus durable et le plus engagé possible, a décidé de se créer une démarche RSE en interne et de l'appliquer sur son packaging pour pouvoir soi-disant rassurer ou dire en fait voilà, moi je fais quelque chose, je m'engage et regardez-moi. D'ailleurs, le problème, c'est qu'on ne peut pas regarder. Je ne sais pas si vous avez déjà cherché sur leur site. L'accessibilité en fait à leurs actions au terrain n'est absolument pas disponible. Donc, c'est pas possible de pouvoir contrôler ce que ces initiatives font. Donc, du coup, en fait, ils ont le logo, mais ils n'ont pas le cahier des charges accessible à tous. C'est pas indépendant en fait de l'entreprise, hein, c'est vraiment quelque chose d'interne et contrôlé uniquement par l'entreprise. Donc la difficulté en fait, c'est de savoir clairement ce que ça garantit. Et aujourd'hui, étant donné que le cahier des charges n'est pas accessible et que du coup, en fait, c'est eux qui contrôlent et qui auditent, c'est très compliqué de pouvoir suivre ce qu'il en est. J'allais continuer, mais Merci. vraiment. Pas de problème. J'avais une question du coup, parce que tu as évoqué un label public qui a été lancé par l'État. Est-ce que tu faisais référence à un label en particulier? Oui, le label, en fait, le label AB et le label et l'Eurofeuille en fait, hein, qui en 95 a remplacé le label AB en fait. Le label AB aujourd'hui, vous continuez de l'avoir en France parce qu'on est encore attaché à ça, mais c'est l'Eurofeuille qui a complètement remplacé cela. Donc les critères en fait du label bio, si vous regardez la boussole, donc ça c'est l'ONG Bioconsommateur qui est vraiment expert de cette dimension-là et avec lequel on a travaillé là-dessus. Les principes, vous voyez que le label bio, la production uniquement bio sur la ferme n'est pas forcément garantie par le label bio. La limitation non plus de la taille de l'élevage n'est pas non plus garantie. Vous avez aussi le label bio ne garantit pas n'a pas de garantie sociale. Et ça, c'est important aussi de voir que c'est aussi un des éléments qu'on souhaitait faire, au-delà de dire, voilà, il y a des labels et puis il y a des logos, c'est aussi de voir ce que garantissent les différents labels. Qui dit label bio dit surtout, essentiellement, critères environnementaux. Et pour avoir des critères sociaux ou économiques, il faut aller vers les labels équitables, qui, eux, ont ces garanties-là. Donc c'est pour ça que dans la boussole, vous voyez bien que le label bio n'a pas les fondamentaux du commerce équitable. Et puis après, il y a d'autres critères qu'on a pu mettre sur des doutes sur l'interdiction des cultures sous serre chauffée et puis pas d'incitation non plus au circuit court. Donc voilà, donc ce label bio, il a évidemment des avantages, mais c'est une harmonisation aussi au niveau européen. Et ça fait que on n'est pas dans le. Il y a des labels privés qui se sont créés pour être mieux disants. Comme Biocohérence d'ailleurs, qui est beaucoup plus en vert sur notre boussole que le label bio. Et est-ce qu'il y en a d'autres, par exemple, qui sont beaucoup plus en vert que le label bio dans les labels et qui ont aussi des garanties sociales du coup? Alors là, on bascule sur la partie équitable. Et là, c'est assez intéressant. Effectivement, alors on a pris les critères des labels équitables. Les labels équitables, donc il faut voir que c'est essentiellement des garanties économiques,
Ça, c'est la base. Donc, ça veut dire un prix rémunérateur, ça veut dire des prix économiques et des partenariats longue durée, pardon. La prime, une prime supplémentaire qui est payée pour des projets collectifs et l'accès au préfinancement. Il y a évidemment des garanties sociales et puis il y a également donc des garanties environnementales. Les garanties environnementales des labels équitables, elles sont existantes. Il y a différentes formes qui sont faites par les différents labels. Ce qu'on dit en général, c'est qu'il vaut mieux la complémentarité en fait équitable et bio pour pouvoir être sûr d'avoir le triptyque social, économique et environnemental. Il n'empêche que les labels équitables sont aussi un site dans leur cahier des charges à l'agroécologie de plus en plus et à basculer en bio. Aujourd'hui, on a 80, je ne sais plus exactement, mais je crois on est au-delà de 80, 85%, 86% des produits équitables, labellisés équitables, qui sont également bio, venant du sud de la planète. Et donc ceux-là, en fait, les labels équitables, eh bien, ils ont ces 3 critères, et puis ils en ont d'autres aussi, que sont le fait de participer à sensibiliser à des modes de production et de consommation plus justes et plus responsables. Donc le plaidoyer et la sensibilisation fait partie aussi des labels équitables. Et puis également, bien entendu, la traçabilité et la transparence et le contrôle indépendant. Donc ça, c'est des critères sur lesquels on les retrouve tous en vert. Et à côté, on a mis une autre petite colonne. Je ne sais pas si je parle maintenant des labels durables, parce qu'ils sont intéressants aussi à comparer aux labels équitables. Les labels durables, vous les connaissez peut-être, enfin sûrement, sans le savoir. Vous ne savez pas que c'est un label durable. Alors eux, pour le coup, c'est un vrai label, comme j'ai précisé tout à l'heure. Donc je parle de Rainforest, la petite grenouille qu'on retrouve sur pas mal de paquets de multinationales, Rainforest, et qui a mangé UTZ Certified. Donc, en fait, ces labels dits durables, ils ont éclos, pareil, dans les années 80, 90, et donc, ce sont des labels, ils ont des modes de contrôle, mais on y reviendra là-dessus, on peut avoir des doutes là-dessus. En tout cas, ils ne garantissent pas de rééquilibrage économique. Donc, si on parle des conditions de travail, avoir un Lipton, je prends Lipton parce qu'à chaque fois, bon voilà, je bois beaucoup de thé et donc c'est toujours ma bête noire, Lipton. Mais il y en a plein d'autres en fait. Vous pouvez aller chez McDo, vous pouvez aller prendre Lavazza pour les amateurs de café, qui sont tous qui ont choisi la certification UTZ ou Rainforest. Et donc, et qui utilisent les mots voilà, pour le bien-être des producteurs. Vous pouvez lire différentes choses, d'une production durable, etc. Donc, pourtant, les critères économiques ne sont absolument pas respectés par ces labels. Il n'y en a pas, en fait. C'est juste que c'est même pas un oubli, c'est même pas qu'ils le font pas bien, c'est juste qu'il n'y en a pas. Il n'y a absolument pas la volonté chez ces labels dits durables de creuser cette question du rapport entre acheteurs et producteurs, en fait. Donc, UTZ et Rainforest achètent sans condition, sans critère économique, et on peut être labellisé là-dessus sans ça. Ils ont des garanties sociales à minima. Donc, c'est-à-dire qu'ils respectent, et on peut se dire que c'est déjà pas mal, hein, mais ils respectent les conditions de l'OIT. Ils vont pas plus loin. Ils vont pas forcément du tout plus loin en essayant en faisant comme ce que font les labels de commerce équitable, c'est-à-dire de procurer davantage sociaux supplémentaires aux travailleurs ou aux producteurs. Et puis, ils sont aussi à questionner, et ça c'est le comble, sur la partie environnementale, puisque ce sont des labels durables, mais les études et vous en avez aussi chez ActionAid, nous les études qu'on a eues, notamment sur le cacao et sur le café, montrent que
voilà, même avec ces labels-là, il y a de l'utilisation de pesticides et que les OGM ne sont pas interdits. Voilà. Et donc, une dernière chose là-dessus pour ces labels Rainforest et Woods, il n'y a pas non plus l'idée de participer à une transformation, à une transition en fait agroécologique. Et donc, ils ne font pas non plus de plaidoyer donc ça ne fait pas partie de leurs critères non plus de faire un plaidoyer pour des modes de production plus justes et plus durables et pour entraîner les citoyens vers une autre consommation. Ça fait pas du tout partie de leur idée. C'est vraiment des critères qui s'appliquent à la création de volume et pour accentuer la productivité des producteurs. Et puis bah, nous, évidemment, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que voilà, les critères, finalement, sur le terrain, on ne voit pas du tout la transformation, en tout cas pas suffisamment. Et tout à l'heure, tu parlais des modes de contrôle de ces labels dits durables. Est-ce que tu aurais des choses à ajouter sur ça? Alors, sur les modes de contrôle, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des failles. On a du mal à estimer exactement où ça se trouve. En tout cas, les retours, les échos terrain que l'on a, notamment dans la filière, bah, nous, surtout cacao, par exemple, parce qu'il faut voir que pour l'instant, ils ne sont pas présents en France, hein, ces labels. Enfin, ils essayent de prendre le marché français beaucoup, mais ils ne garantissent pas de production française. Donc, on les retrouve sur des filières internationales, plutôt sur des commodités assez, voilà, sur les commodités. Donc, il y a le cacao, par exemple. Et nous, bah, ce qu'on a comme retour, notamment dans des études comme celle du BASIC de 2016 et des éco-terrains depuis, c'est que bah, les contrôles ne sont pas suffisamment fréquents. Et donc du coup, bah, il y a des possibilités de faire complètement différemment, en fait. Et donc ça, c'est quelque chose voilà, d'assez important. Enfin, ce qui marche dans le contrôle, et je ne dis pas que c'est forcément fait dans tous les labels, hein, mais ce qui marche, c'est le fait de pouvoir arriver de façon inopinée et de pouvoir contrôler bah, sans qu'on le sache. Et donc, voilà, ce qui ressort, c'est que souvent, il y a comment on dit, voilà, les coopératives sont prévenues de la visite des contrôleurs, etc. Et puis, en fait, je dirais qu'au-delà de ça, enfin, il ne peut pas, vu les critères en fait qui sont vu les critères économiques, enfin les critères des labels durables, euh, ça n'est pas possible d'être. Enfin, il n'y a même pas besoin de se dire qu'il y a un problème de contrôle. Il y a juste à voir les critères qui sont intégrés, parce que là, on a mis les critères les plus basiques, mais si on va plus loin, voilà, l'intention n'est absolument pas celle de changer les modes de production et de passer à quelque chose. Donc, l'intention de ces labels est vraiment de pouvoir sécuriser les approvisionnements le plus possible des multinationales. Donc, du coup, forcément, il n'est pas possible d'avoir cet objectif-là et d'avoir des pratiques le plus clean possible. Voilà, donc qu'il y ait des failles, notamment sur le fait que dans les bananeries, dans le cacao aussi, il y ait non seulement quelques violations des droits sociaux, mais aussi voilà, sur les garanties environnementales. Il y a beaucoup de choses à dénoncer et qui sont pas forcément, enfin que vous faites, remarque peut-être sûrement pas mal vous chez ActionAid. Oui, et d'ailleurs, vous pourrez retrouver dans la boussole des labels le témoignage de Marie-Cella sur Mm. ce qui se passe dans les plantations de bananes certifiées Rainforest. Du coup, je ne sais pas si les personnes qui sont là ont des questions à poser. Vous pouvez les poser en bas dans la partie commenter. Et puis sinon,
Sinon, on va vous laisser dans quelques minutes, mais on va peut-être vous laisser le temps d'écrire. C'est jamais. Je ne sais pas si en attendant, Estelle, tu aurais quelque chose à ajouter sur tout ça, pour Bah, nous éclairer un peu plus sur ce qu'est un label, comment? qui nous Oui. éclairait un peu plus sur ce qu'est un label. Oui, et ben, je sais pas. Enfin, je pense que ce qui est important pour nous tous consommateurs, parce que finalement, c'est pour ça qu'on a voulu créer ce guide, c'est de pouvoir s'orienter. Donc, évidemment, avoir cette boussole dans la main, ça peut être hyper intéressant en allant faire vos courses. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir creuser un peu ces critères et se questionner sur ce qui a un réel impact au final. Parce que voilà, connaître les critères des labels mieux faisants et mieux disants, c'est hyper important. Et puis, il ne faut pas hésiter non plus à les questionner, eux, sur toutes leurs pratiques. C'est vrai que jusque-là, les labels vivent, enfin voilà, sont des éléments essentiels, mais ils vivent un peu tranquilles. Donc nous, en tant que consommateurs et consommatrices, c'est aussi notre rôle de pouvoir les interroger et de vérifier, de leur demander des comptes sur est-ce qu'ils font vraiment ce qu'ils disent et du coup de dire aussi, nous, quelle alimentation on souhaite le plus possible. Et donc choisir son label, c'est aussi une manière de faire son choix alors je sais pas si c'est de vie, mais en tout cas de course déjà. Et c'est un bon moyen de choisir. Voilà, il y a une appli en ligne aussi hein, qui reprend ce qu'on a fait dans la boussole. L'appli MyLabel, si jamais ça intéresse certaines personnes. Merci beaucoup, en tout cas, Estelle, de nous avoir aidé à décrypter un peu tout ça. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver toutes nos analyses dans la boussole qui est téléchargeable sur nos sites. Et donc, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc on va pouvoir se quitter. Merci à ceux qui ont été présents et on se retrouve du coup en septembre pour le prochain live. Au revoir Estelle, merci beaucoup. Merci à tous. Merci Alexia. À bientôt. À bientôt.